On en avait un petit peu marre du format peut-être amateur que pourraient proposer la plupart de ces vidéos-là, où tout était beaucoup en qualité webcam. Alors c'est super que ces contenus-là existent, mais ça rendait pas les choses spécialement digestes pour une bonne partie de la population. C'est-à-dire que la forme était importante aussi pour que ça rende le truc encore plus habillé, encore plus illustré. Et il y avait une image un peu de la personne qui fait ça un peu dans le fond de sa chambre, tu vois, un peu... qui était utile, mais moi ça m'arrêtait pas. Mais pour beaucoup de gens, je pense que ça, le fait d'avoir une image un peu plus travaillée, un montage, une bande son, des choses comme ça a aidé à diffuser un peu plus de choses. Et on tenait à ce que ces sujets-là aient le droit à la même qualité que d'autres sujets, entre guillemets, un peu plus pas sérieux, mais voilà, plus acceptés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'un média, une chaîne YouTube extraordinaire qui a véritablement compté dans mon parcours spirituel. Cette chaîne, elle s'appelle Tistria. Et si vous ne la connaissez pas encore, eh bien c'est une excellente nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous avez de nombreuses heures de vidéos passionnantes à découvrir. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'interviewer Xavier Faye, co-gérant de la chaîne, passionné de spiritualité et également ex-praticien en hypnose sagesse. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie pour votre fidélité. Alors Xavier, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de te recevoir pour parler entre autres de cette chaîne Tistria. Si, chers auditeurs, vous ne connaissez pas encore cette chaîne, vous êtes passé à côté de quelque chose. Et donc, on va parler de ce sujet. Mais avant tout, Xavier, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Entre deux mondes ? Oui, bien sûr. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Donc voilà, je m'appelle Xavier Faye. Je travaille avec Anthony depuis plusieurs années. Là, ça va faire 12 ans maintenant que la chaîne existe. Alors moi, à l'origine, j'ai fait des études de pharmacie. En fait, donc rien à voir du tout, quelque chose de très très scientifique, etc. Mais depuis tout gosse, je m'intéressais beaucoup à tous ces sujets-là, l'inexpliqué. Ça a commencé beaucoup par les ovnis, des trucs comme ça principalement. Et puis ça s'est un petit peu développé sur plein d'autres sujets. Je suis très intéressé par tout ce qui est ce qu'on appelle un peu l'archéologie interdite, tu vois, des bâtiments, type les pyramides, savoir comment ça a été construit, plein de trucs un peu qui sortent un peu de la version classique en fait qu'on nous enseigne à l'école. Il y a plein de questions que ça soulève un peu en termes de fabrication, de choses comme ça, de technologies qui ont changé. Ces trucs-là, ça m'a beaucoup passionné, puis après ça a dérivé de plus en plus vers des choses un peu plus sur le développement personnel, sur la spiritualité, des choses comme ça. Beaucoup les expériences de mort imminente aussi qui me fascinent. Et puis donc voilà, j'ai évolué là-dessus, et puis je consommais énormément de livres et de vidéos en fait sur tous ces sujets-là depuis tout petit. Et puis l'occasion a fait que je rencontre Anthony, qu'on puisse échanger, voilà, de lui faire bénéficier un peu de mon expérience et lui aussi de la sienne. Et puis on s'est bien trouvé, on s'est très bien entendu, puis on a eu plein d'idées de sujets ensemble à faire. On avait à peu près la même philosophie sur ce qu'on voulait donner sur la chaîne aux gens. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça à l'occasion d'une rencontre. Alors justement, en parlant de rencontres, hasard des rencontres, moi je t'ai connu il y a quelques années, puisque je t'ai consulté. À l'époque, tu étais hypnothérapeute. Est-ce que tu peux nous parler de ce volet-là de ton activité ? Oui, en fait après pharmacie, alors moi j'ai quasiment pas exercé parce que j'arrivais pas à trouver ma place. J'avais fait une spécialisation dans tout ce qui était toxicologie environnementale et industrielle. C'est là plutôt la filière un peu environnement de pharmacie, parce que j'aimais pas trop la logique derrière tout ce qui était industrie pharmaceutique. Donc j'essaie de trouver un peu ma place avec mes valeurs à moi, et je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Et du coup j'ai fait une formation en fait là-dessus. Je sais que le bien-être des gens me plaisait, le côté un peu psychologique aussi m'attirait. J'avais une facilité pour parler aux gens, pour les laisser se confier aussi à moi. Donc je suis allé un petit peu explorer ces choses-là, et je suis tombé amoureux vraiment de l'hypnose. Donc j'ai commencé d'abord par faire l'hypnose ericksonienne. Qui pour moi représentait certaines limites avec lesquelles je me sentais pas à l'aise, et j'ai découvert ensuite l'hypnose sagesse de Camille Griselin, qui me parlait beaucoup plus parce que c'était plein de petits contes, il y avait une logique beaucoup plus bienveillante au niveau de l'inconscient pour les personnes, et surtout j'ai constaté et sur moi et sur les gens à qui j'ai fait des séances des changements qui étaient
assez radicaux, qu'il y avait vraiment des émotions très fortes qui remontaient à ce moment-là, des grosses libérations, des gros changements même dans le visage, hein, les visages qui s'éclairent d'un coup parce que le gros poids est parti. Non, c'était assez passionnant. Il y a toute une phase un peu exploratoire qui est très intéressante où on va laisser parler l'inconscient par le biais de petits signes au niveau du visage. On fait très très peu intervenir la voix de la personne et donc aussi possiblement le mental. Et je m'apercevais que souvent le corps me disait des choses plus justes que ce que pensait la personne, notamment sur les dates où la personne pensait que l'événement lui était arrivé, le corps était beaucoup plus pertinent parce que la personne allait vérifier après derrière avec des membres de sa famille quand ça se passait. Effectivement, c'était des fois des grosses différences et l'inconscient avait souvent plus juste. Donc j'ai essayé de faire parler le moins possible les personnes pendant les séances, sauf quand vraiment on était vraiment pas très loin de l'événement et là donc j'ouvrais un petit temps de parole pour que la personne me guide un peu plus, que je voyais qu'elle savait à peu près de quel événement il s'agissait, parce que l'inconscient dans ces séances-là peut te répondre que par oui ou par non. Mais oui, Donc des fois c'est un peu limitant et puis c'est ça. voilà. Donc au bout d'un moment, j'avais besoin un petit peu de l'aide de la personne quand je voyais que l'émotion était déjà là, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sorties. Et on va avoir plus de détails et moi après je retravaille derrière dessus avec tous ces éléments-là. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant 5 ans, que j'ai adoré, que là j'ai arrêté depuis 2 ans à peu près pour d'autres projets, mais c'était une très belle aventure. Ouais. Et donc, tu as écrit deux livres de contes hypnotiques, c'est ça? Ouais. En fait, quand tu te formes à l'hypnosagesse, moi je suis allé jusqu'au niveau maître praticien, donc tu es habilité à pouvoir créer toi-même tes propres textes. Et donc tu comprends un peu la logique des contes d'hypnose, tu sais comment faire passer un message dedans de manière subtile pour que l'inconscient puisse c'est pas les accepter sans réserve, mais juste au moins pouvoir les digérer plus facilement. Parce que tu n'imposes rien en hypnose, hein, tu suggères juste de manière bienveillante toujours. Et puis, dans ces contes-là, je voyais qu'il y avait quand même des gros changements qui se produisaient chez les personnes, ne serait-ce que par l'utilisation des contes. Et donc, avec Olivia Favre, une collègue avec qui on a fait la même formation, on s'est lancé chacun dans cette aventure-là, en fait, avec plein de petits contes. Donc, le premier volet avait très bien marché. Là, on est sur le deuxième volet qui s'appelle 33 contes d'auto-hypnose pour guérir ses blessures émotionnelles. Et là, toutes les séances sont enregistrées avec ou sans musique, pour les gens que ça dérangerait. Où t'as nos deux voix qui se mêlent un petit peu pour faire ces comptes-là. Donc les gens peuvent eux-mêmes faire déjà des séances et puis voir déjà sur quel compte il y a certaines émotions qui peuvent remonter. Puis ça peut permettre un travail après plus en amont avec un thérapeute s'il y a besoin de creuser un peu plus, mais ça aide déjà pas mal à dégrossir le travail en tout cas. Super, bah écoute, merci pour toutes ces infos. Je précise que, comme d'habitude, je mettrai tous les liens que tu voudras bien me donner dans le détail de cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube également. On va donc parler de cette fameuse chaîne YouTube, Tistria, qui personnellement m'a accompagné dans mon éveil spirituel. Est-ce que déjà, pour revenir au commencement de cette chaîne, tu peux nous parler de ce nom, à quoi il fait référence? Alors je sais qu'en fait Anthony à la base voulait l'appeler Sirius. Bon, c'était déjà pris, il y avait plein de chaînes ou plein de boîtes qui avaient déjà ce nom, et en fait Istria c'est la traduction, alors je sais plus si c'est hébreu ou une autre langue un peu ancienne qui le traduit comme ça, et en fait donc c'est resté Tistria. Voilà, c'était juste pour une ouverture un peu sur les étoiles, parce que Sirius c'est quelque chose c'est une constellation qui revient très souvent dans beaucoup de textes un peu anciens, de choses comme ça. Il y a quand même un lien un petit peu entre la Terre et cette constellation dans beaucoup de textes qu'on retrouve. Et puis voilà, je pense qu'Anthony il a été appelé par ce titre-là, mais ça a été décidé avant que j'arrive dans l'aventure. D'accord, donc toi tu rejoins l'aventure, tu me le disais en off juste avant de commencer l'épisode, dès quasiment la deuxième vidéo, ou en tout cas les toutes premières. Quelle est l'origine, quel est le sens de ce projet pour vous quand vous le lancez, ou toi quand tu le rejoins? Alors en fait, Anthony avant avait une chaîne qui s'appelait Avant-Garde économique. Qui parlait beaucoup d'économistes alternatifs, un petit peu sur le domaine économique, qui proposaient d'autres visions un peu des choses. Et à cette époque-là, je m'intéressais pas mal à ça. Je me questionnais beaucoup un peu sur la société, sur la politique. Il y avait des trucs qui m'intriguaient, qui me déplaisaient dans le système, et je trouvais de la nourriture intellectuelle assez intéressante avec les intervenants qu'il proposait. Et je me disais, putain, ce serait génial s'il arrivait à faire
la même qualité, si on pouvait retrouver la même qualité de vidéo, parce que c'était déjà très bien monté, très bien habillé, et je me disais ce serait génial si on pouvait retrouver la même qualité de vidéo pour des sujets un peu plus comme ceux que j'aime, sur le paranormal, sur l'inexpliqué, des choses comme ça. Et un jour, il a sorti une vidéo sur les pyramides de Bosnie, que je ne connaissais pas en fait. Voilà, il y a toute une polémique un peu autour de ça, mais en gros, ils auraient retrouvé certains bâtiments assez étranges, et notamment un labyrinthe un peu tout en dessous qui a des propriétés très très bizarres. C'était vraiment monté comme moi je l'aurais voulu. Donc je voyais qu'il s'intéressait à ces sujets-là, et donc je lui ai envoyé un petit message tout simplement sur Facebook pour le féliciter, pour lui parler aussi, lui proposer certains intervenants que moi je connaissais. Et puis on a échangé, et puis voilà, ça a duré, on a vu qu'on accrochait bien, qu'on avait pas mal d'idées, de choses qu'on voulait faire, etc. On s'est rencontrés, puis après on a décidé de faire les interviews ensemble. On a commencé d'abord par le père François Brune, qui parlait beaucoup, enfin, d'échanges avec les défunts, les choses comme ça, puis on a enchaîné sur plein d'autres trucs ensemble, mais c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, en gros, dans la vision qu'on avait, on en avait un petit peu marre comment dire, du format peut-être amateur que pourraient proposer la plupart de ces vidéos-là, où tout était beaucoup en qualité webcam. Alors c'est super que ces contenus-là existent, mais ça rendait pas les choses spécialement digestes pour une bonne partie de la population. C'est-à-dire que la forme était importante aussi pour que ça rende le truc encore plus habillé, encore plus illustré. Et il y avait une image un peu de la personne qui fait ça un peu dans le fond de sa chambre, tu vois, un peu qui était pas qui était utile, mais moi ça m'arrêtait pas. Mais pour beaucoup de gens, je pense que ça, le fait d'avoir une image un peu plus travaillée, un montage, une bande son, des choses comme ça a aidé à diffuser un peu plus de choses. Et on tenait à ce que ces sujets-là aient le droit à la même qualité que d'autres sujets. Entre guillemets, un peu plus pas sérieux, mais voilà, plus acceptés. Et voilà, c'était vraiment ça le but, c'était vraiment qu'on puisse diffuser tout ça. Et puis c'est vraiment juste deux potes qui font des sujets qui leur plaisent, et puis des fois, voilà, on va partir vraiment sur des sujets complètement différents. On n'a pas un but de vouloir spécialement éduquer les gens, on a vraiment nous appris avec les intervenants qu'on a eu, quoi. C'est vraiment à un moment donné, on a une intuition de faire tel ou tel intervenant, puis on apprend des trucs, et puis bah voilà, je trouve que ça se fait assez facilement. On n'interagit pas beaucoup, nous, je sais, sur les commentaires, parce qu'on laisse les gens beaucoup débattre. C'est vraiment, nous on propose ce contenu-là, et puis après les gens en font ce qu'ils veulent, etc. C'est vraiment un message, et puis après ça nous appartient plus vraiment en fait, hein. Une fois que c'est diffusé, c'est parti, quoi. Ouais. Justement, comment vous choisissez les thématiques ou les intervenants? Est-ce que c'est d'abord un choix d'intervenant qui vous inspire, ou est-ce que c'est d'abord une thématique en particulier que vous souhaitez traiter? C'est souvent une thématique où vraiment, ou alors soit on va tomber sur quelqu'un, un bouquin ou une vidéo de quelqu'un qui va vraiment nous intéresser tous les deux, on se le fait découvrir, on échange un petit peu comme ça. On fait très très peu d'interviews sur demande, parce qu'on reçoit énormément de mails de demande, et on s'aperçoit que c'est pas ça qui marche en fait. C'est vraiment, faut qu'on fasse confiance à notre intuition. On va avoir un sujet qui va, je sais pas, en même temps, il va avoir un bouquin sur le même sujet que moi, qu'un truc que je vais voir en même temps, et puis on se dit bon allez, voilà, on va se lancer là-dessus. Ça nous tombe un petit peu dessus. Et on se lance comme ça, et on s'aperçoit que c'est ça qui marche bien. Alors, on fait beaucoup de choses un peu sur l'expérience de mort imminente, parce que souvent c'est des gens, comment dire, très très simples à qui ça arrive. Ça donne des vidéos très authentiques, parce que c'est des gens qui n'ont pas spécialement de vocation à parler de ces sujets-là, qui ne sont pas spécialement croyants ou quoi que ce soit, et qui sont face à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qui souvent les change énormément, et qui reviennent avec une certaine forme de sagesse, que moi personnellement des fois je trouve plus saine que des gens qui vont travailler dans le développement personnel pur. C'est vraiment on sent vraiment que les mots sont très simples, très accessibles, il y a quelque chose de très authentique qui apparaît là-dedans. Ouais, il Et, n'y a pas de calcul, quoi. ouais, alors je dis pas que les autres, il y en a spécialement, mais il y a quelque chose de plus travaillé. On sent que voilà, il y a des techniques un peu de parole, de choses qui sont beaucoup plus travaillées. Là, c'est vraiment, ça sort brut. Et c'est surtout ça qu'on aime voir. C'est ces moments-là qu'on aime bien capturer un petit peu à l'écran, quoi. Ouais, et c'est vrai que pour le coup, c'est un peu la marque de fabrique de ces vidéos-là. C'est que l'habillage probablement aussi joue beaucoup, mais ça permet de transmettre des émotions particulières, plus intenses que des vidéos classiques, un peu plus, comme tu disais, enfin moins montées, moins travaillées, qu'on peut trouver un peu partout, quoi. Ouais.
Il faut les deux, je pense. Il fallait les deux, et c'est vrai que nous, on trouvait pas trop ça. En fait, on passait directement des formats un petit peu webcam sur Internet au format télé, qui étaient pas toujours très respectueuses de ces sujets-là. En plus, on trouvait pour la plupart. Donc, on s'aperçoit d'ailleurs régulièrement que certaines chaînes télé piquent des extraits de nos reportages sans spécialement nous en informer. Il y a eu le cas chez TPMP, là, il y a pas très longtemps, sur un reportage sur Stéphane Alix, etc. Donc il y a des manières de faire qui nous plaisent pas plus que ça là-dessus, mais voilà, au moins ça fait peut-être une transition un petit peu entre les deux, et voilà, ça prouve que ça intéresse du monde aussi. Ok. Alors, je sais pas combien vous avez de vidéos, mais il y en a un sacré paquet. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des thématiques qui sont inexplorées, ou en tout cas des choses que vous avez jamais encore creusées et qui vous intéresseraient d'aller voir? Bah, moi, je t'avais dit, enfin, tout ce qui était sujet un petit peu sur l'archéologie interdite, on en a fait pas beaucoup, quelques-unes, mais c'est un sujet qui a l'air assez compliqué à traiter, parce que vaut mieux aller sur place, en fait, vraiment pour montrer les lieux, et ça, c'est un peu plus compliqué, pour montrer vraiment quelque chose de qualité. Ouais, non, il y a plein de sujets. Je sais que moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est vraiment inexpliqué, paranormal, des mystères, des choses comme ça. Donc, on a des interviews de prévues avec un monsieur qui a recensé, c'est Laurent Kraspovitz, qui a recensé plein de coups de fil, ce qu'on appelle les coups de fil de l'au-delà. Il a créé un livre dessus, et c'est un truc vraiment dingue. Alors je sais qu'il a déjà été interviewé, etc., mais on voulait nous faire un format à la Tistria pour vraiment un peu faire le lien un petit peu, vraiment pas par quelqu'un, parce que bon, lui, il a vécu une expérience aussi, il en parle dans le livre, mais il n'a pas vécu d'expérience de mort imminente. Mais c'est un autre aspect un peu de cette dimension-là. En fait, on essaye de montrer que cette dimension-là, un peu de l'au-delà, elle est pas coupée de nous, elle est vraiment imbriquée dans notre monde. Juste qu'on peut pas la voir, peut-être parce qu'on n'a pas le spectre visuel suffisant ou les sens suffisamment développés, mais que c'est présent. Et que ça peut vraiment agir sur la matière, voilà, à passer des coups de fil, des choses comme ça, laisser des messages sur des répondeurs qui sont qu'on peut réécouter ou qui s'effacent tout seul. Enfin, il y a plein d'histoires vraiment très très bizarres là-dessus. Et je trouvais ça intéressant de partir un peu sur ces sujets-là, mais il y a plein, il y a plein de sujets super. En fait, même dans le côté thérapeutique, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir là, de Stéphane Maillard, qui sortira en février, qui est quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, qui est revenu, lui c'est un excellent musicien, il a bossé dans pas mal de groupes, et en fait il est revenu avec une espèce de connaissance un peu musicale, et il soigne beaucoup de gens ou de mots par le biais de la musique, des vibrations de la musique. C'est très spécifique ce qu'il fait. Pour l'avoir testé, j'ai senti vraiment des choses se passer. Donc il y a plein de domaines un petit peu, vu qu'on sait qu'on est un peu tous vibrations, il y a plein de domaines un peu du soin qui restent à explorer. Et, ça me permet de faire une petite bascule un peu, tu vois, avec ce que j'ai appris en santé, en pharma, tu vois. Donc, mais voilà, c'est des trucs qui sont vraiment très sympas. Il y a plein de trucs comme ça à explorer. Et même toi, tu sais, dans ce que tu fais avec l'hypnose, tu vois, je pensais pas, moi, en démarrant l'hypnose, qu'on pouvait agir à ce point-là et sur plusieurs plans au niveau de la personne pour l'aider. Bon, j'ai appris au fur et à mesure, hein, et c'est vraiment, il y a vraiment des trucs, des domaines dans le thérapeutique qui sont très, très intéressants à explorer, quoi. Et pour le coup, est-ce qu'il y a des thématiques ou des domaines que vous interdisez d'aller explorer, tu vois, jusqu'où votre champ il peut vous mener? Pas spécialement. Alors je sais que le sujet d'un peu des ovnis et trucs comme ça, on l'évite un petit peu parce que on sait pas vraiment par quel bout le prendre. C'est tellement un truc très ramifié. C'est des sujets qui m'intéressent, quoi, là, que je regarde encore de loin, mais je sais pas exactement comment par quel bout le prendre. C'est un peu un sujet qu'on se met un peu de côté parce qu'il y a déjà suffisamment à faire. Et c'est vrai plus ça va, plus on part sur des sujets un peu sur ouais, le développement personnel, des choses comme ça. On aime bien en fait que dans nos vidéos, il y ait une certaine forme un peu de sagesse ou d'enseignement un peu qui soit transmis. Et c'est vrai que c'est des sujets qui s'y prêtent un peu plus, et OVNI un peu moins, donc je sais pas, c'est un peu moins dans l'ADN de ce qu'on fait. On s'interdit pas le truc, mais pour l'instant on n'a pas eu un intervenant ou quelqu'un où on s'est dit tiens voilà, ça peut être le bon équilibre dans ce qu'on fait, quoi. Cette chaîne Tistria, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup de vidéos, mais la particularité c'est aussi que vous avez arrêté le projet pendant 2 ans, en tout cas il y a eu une pause.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé cette pause et du coup, ce qui a motivé aussi ce retour? Bah, ce qui a motivé la pause, il y a eu le Covid, hein, surtout, c'est que nous, on se déplace quasiment à chaque fois chez les intervenants pour faire nos interviews, donc ça devenait compliqué. Anthony, en plus, comme je t'expliquais en off, au début, il a une chaîne américaine, donc il se déplaçait aussi beaucoup là-bas, donc là, c'était plus possible pour lui de pouvoir partir. Donc il y a pas mal de choses, on s'est un peu remis en question, parce que aussi, financièrement, on n'arrivait pas à trouver un bon modèle qui nous permette de pouvoir... Enfin, surtout Anthony, de pouvoir vivre de ça, parce que Anthony ne fait quasiment que le montage et plein de trucs, enfin, c'est lui qui a investi le plus vraiment à 100%. Dedans, moi je l'aide sur plein d'autres plans, etc. Mais je n'ai pas les compétences en termes de montage pour faire ce qu'il fait. Et ça demande beaucoup de temps. C'est vraiment lui qui a la vision de savoir comment est-ce qu'il organise une interview, comment est-ce qu'il va la refaire, la retravailler derrière. Moi, je vais plus l'aider en amont sur plein de trucs pour faire tout le travail de recherche, pour mener les interviews, pour prendre en contact avec certains intervenants. Enfin, j'essaie de le débarrasser de maximum de choses un peu comme ça à côté. On se répartit le travail comme ça. Et là, pour l'instant, ça marche bien comme ça. Et puis, mais ouais, il y a eu le Covid, il y a eu des changements aussi un peu personnels. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai arrêté l'hypnose il y a 5 ans parce que ça devenait un peu plus compliqué pendant le Covid. Il y avait énormément de clients qui allaient pas bien et c'était compliqué de pouvoir moi derrière décharger un petit peu tout ça. Donc je faisais peut-être un petit peu trop éponge, etc. Et je me suis fait un petit peu piéger par ça, on va dire. Et donc j'ai voulu remettre un certain équilibre différent un peu dans ma vie par rapport à tout ça. J'ai été très heureux de faire ce que je fais pendant 5 ans et je continue toujours un peu, tu vois, avec les textes, hein, les contes d'hypnose, ça m'intéresse toujours autant. Mais voilà, j'avais besoin aussi moi d'explorer d'autres choses et Tistria, voilà, on a eu besoin de faire quelques petites mises à jour un peu sur ce qu'on voulait faire. C'est devenu aussi assez vite avec le documentaire là, la puissance de l'intention. C'est pas que ça nous a échappé, mais on s'attendait pas à ce succès-là. Je sais plus à combien de millions de vues il est, etc. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris. On a eu besoin un petit peu de digérer la chose. Et de voir un petit peu, parce que voilà, forcément ça amène l'intérêt de beaucoup d'autres personnes et de certains requins, donc il faut faire un petit peu gaffe, quoi. Toi t'es pas spécialement habitué à ça dans ce milieu-là, donc il a fallu qu'on se préserve un petit peu, donc on s'est mis un petit peu de retrait pour se recentrer sur ce qu'on voulait vraiment faire, et puis voilà, quand je te dis vraiment que c'est juste deux potes qui font des vidéos parce que c'est des sujets qui nous plaisent et on est encore plus heureux si ça plaît aux gens, que ça leur parle, que ça les aide, que ça leur fait du bien, on reçoit plein de super messages. Mais à la base, c'est vraiment un truc très simple. On cherche pas spécialement à être aimé, c'est juste on partage notre passion parce qu'on a un certain savoir-faire, certaines connaissances, et on est heureux juste de partager ça, et c'est quelque chose de très très simple, il n'y a pas un gros studio derrière ou un gros truc comme ça, c'est tout quoi. Voilà. Ouais, tu parlais de modèle économique là. Évidemment, quand on a une chaîne qui a ce succès-là, on peut imaginer que naturellement, on peut vivre des revenus de la chaîne. C'est a priori ce que tu nous expliques, c'est que c'était pas forcément le cas. Comment on peut comment on vit de ce type de vidéo? Comment cette économie elle fonctionne en fait? Alors le problème c'est que les sujets sur lesquels on est, ça va pas spécialement attirer des sponsors ou des choses comme ça parce que c'est des sujets qui peuvent paraître un petit peu, enfin tu peux vite être considéré comme étrange ou quelque chose comme ça, un peu perché pour certaines boîtes. Hein. Je peux comprendre, hein, même si je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre qui veulent soigner leur image par rapport à ça. Donc voilà, il y a toujours des possibilités de faire des dons, des choses comme ça, mais c'est vrai on essaie de trouver un moyen, là, on va essayer de mettre en place des ateliers en plus, c'est-à-dire qu'en plus de la vidéo gratuite qu'on tient absolument à laisser gratuite pour que le maximum de personnes puissent y avoir accès, on va mettre en plus peut-être pour certaines vidéos des petits ateliers supplémentaires qui eux seront payants et qui sont faits en partenariat avec l'intervenant, tu vois, pour faire découvrir certains aspects, ou avoir des cours en fait par rapport aux choses qui ont été développées dans les vidéos, si les gens veulent prolonger un petit peu ce qui a été dit. Et puis après, nous on se répartit un petit peu la somme entre l'intervenant et puis nous. Et puis nous, ça nous permet de faire vivre la chaîne, de faire plus d'interviews, de faire plus d'intervenants, d'avoir du meilleur matériel aussi. Et puis comme je disais, voilà, nous on se déplace à chaque fois, donc ne serait-ce que rembourser les frais de déplacement un peu dans toute la France et au-delà. Donc il y a tout ça qu'il faut voir, et je trouve que c'est un bon compromis. On va essayer plusieurs choses un peu.
si on a voilà certains sponsors qu'on approuve évidemment, on va pas mettre des pubs de bagnole ou des trucs qui ont rien à voir avec avec la vidéo, mais voilà c'est on cherche, je t'avoue qu'on sait pas trop encore comment s'y prendre. C'est un truc on apprend aussi un peu là-dessus. On est ouvert à toutes les idées. Mais voilà, le but c'est qu'on arrive à rendre la chaîne viable pour qu'on puisse, et surtout qu'Anthony puisse en vivre et que ça puisse perdurer. Parce que forcément, si on n'arrive pas à en vivre, Anthony, au bout d'un moment, et moi, on va être obligé d'abandonner, de faire autre chose. Hein. Mais c'est quelque chose qui serait dommage. Donc ça nous plaît énormément de faire ça. Mais c'est vrai ça nécessite beaucoup de temps de travail pour Anthony de faire tout ce montage-là seul. Et on a besoin de trouver un modèle économique qui puisse au moins permettre que lui puisse en vivre et puisse continuer. Moi, je peux m'en passer, mais c'est au moins que lui puisse en vivre de ça complètement, quoi. Pouvoir vivre de sa passion, et puis, tu vois. Je le disais tout à l'heure en introduction, cette chaîne, elle m'a accompagné personnellement durant mon éveil spirituel. Euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes et probablement le cas aussi de beaucoup des auditeurs du podcast. Est-ce que c'est la même chose, tu vois, est-ce que cet impact finalement sur les vies des personnes qui ont écouté les vidéos, est-ce que c'est la même chose que tu ressens sur les thérapeutes qui ont été interviewés? Pour eux, oui. Pour eux, oui. En fait, vu que c'est pas, en fait, quand tu vas avoir une diffusion à la télé, souvent ce qui va se passer, c'est que le thérapeute va avoir beaucoup d'appels d'un coup. C'est vraiment, tu vas avoir pendant une semaine vraiment beaucoup d'appels, et puis après ça va se calmer parce que forcément c'est passé à autre chose. Mais alors que sur Internet, vu que c'est une diffusion qui est tout le temps présente, t'as des gens qui vont démarrer la chaîne, qui vont se retaper toutes les vidéos depuis le début, etc., qui vont découvrir une vidéo bien plus tard. Donc ça lisse. T'as forcément un effet un peu très massif en termes de demande au tout début de la diffusion, puis après petit à petit ça se lisse, mais sur plusieurs années ça se passe. Enfin voilà, nous il y a un guérisseur que je connaissais qui était dans le Nord, qui était dans une des vidéos qu'on a fait. Voilà, il a encore des appels encore aujourd'hui de gens qui l'ont découvert via Tistria, et en fait on sait que c'est des gens sains. Parce que c'est des. Moi j'aime bien tester un petit peu au-delà d'interviewer, j'aime bien tester un peu, voir sur moi si je ressens vraiment quelque chose, et si c'est pas le cas, ça on passe à autre chose. Mais c'est vraiment si je ressens effectivement que la personne est honnête, même si il n'y a pas forcément un effet tout de suite, mais je sens que c'est fait d'une bonne manière, que c'est fait avec une bonne intention. C'est des personnes qui méritent d'être mis en lumière. Mais oui, non, souvent pour ces gens-là, bah voilà, ça les fait découvrir, mais on essaie toujours de rester sur des gens, la plupart du temps assez simples, et puis qui savent bien parler de ces choses-là. Donc c'est, non, ouais. Après, voilà, même on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment aller mieux dans les commentaires, des gens qui cherchent vraiment des solutions, comme nous on en cherche, hein, pour notre propre vie à nous, et on chemine aussi avec eux. Et on partage simplement différentes voies. Il y a des gens pour qui ça va suffire, des gens qui ont besoin d'un peu de ci, un peu de ça, etc. Et on est dans la même recherche aussi de développement personnel, de spiritualité que on a juste là, nous, grâce à Tistria, la chance de pouvoir avoir accès à certaines personnes, peut-être plus que d'autres. Et bah du coup, on essaie d'en faire profiter aussi un petit peu tout le monde. Et à travers les thérapeutes que tu as rencontrés, les pratiques du coup que tu as pu tester, parce que j'imagine que c'est aussi une manière pour toi de valider quelque part la pertinence de chaque intervenant. Est-ce qu'il y a une pratique ou un intervenant en particulier qui t'a marqué, quelque chose qui t'a surpris, auquel tu t'attendais pas? Alors, il y avait Laurent Lévy, moi, qui m'avait pas mal marqué, qui était dans l'interview, dans le documentaire La puissance de l'intention, parce que c'est une interview qui est assez. Alors, en fait, dans le documentaire, vous voyez que quelques parties, parce qu'on a dû faire un montage pour mettre plusieurs intervenants, mais l'interview, en vrai, elle a duré presque 2 heures avec lui. Et du début de l'interview jusqu'à la fin, je me suis pas senti le même. C'est-à-dire il avait quand même le don de sortir de certaines phrases qui font un peu bouger ton système mental, en fait, tu vois, des petits trucs un peu qui te font basculer. Donc lui, je sais que quand je suis sorti de l'interview, je me dis ouais, il s'est passé quelque chose. J'ai compris des trucs où je sens, voilà, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, de nouvelles questions qui sont arrivées, ça m'a fait sortir un peu du cadre. Il y a Camille Griselin aussi, avec qui je me suis formé, vraiment, où j'ai senti. En fait, je me suis inscrit à sa formation déjà parce que je trouvais que c'était quelqu'un de super, très humaine, très bienveillante, etc. Mais je n'avais jamais testé de séance d'hypnose sur moi.
Et le truc, c'est du coup, ben, pendant sa formation, contrairement à la formation ericksonienne, j'ai testé en fait une séance et j'ai vraiment vu quelque chose se passer sur moi, mon corps être traversé d'émotions que je ne pensais pas avoir, de choses comme ça. Donc on est parti même sur un truc de vie antérieure. Donc c'est très très bizarre à vivre, à ressentir dans son corps et tout. Et puis je me suis dit, ouais, ok, d'accord, là il se passe quelque chose. Et donc là, j'ai vraiment creusé la chose et pratiqué énormément après de mon côté. Et j'ai vraiment vu plein d'aspects, enfin tous les domaines que l'hypnose peut toucher. Et non, il y a quelques personnes comme ça. Si je réfléchis, après, je sais plus trop, mais c'est vraiment les deux premières personnes qui me viennent en tête. Et, et de même manière, alors même si je pense que quelque part on assume toutes les personnes qu'on a pu interviewer, est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a eu des déceptions ou des attentes que tu avais de certains intervenants ou certaines interviews? Oui, bah après, je dirais pas non, parce que en fait, le truc, c'est que c'est des gens dans leur message, ils sont justes en fait. Il y a vraiment des belles choses à tirer de chacun de leurs messages, mais après voilà, il y a le message et il y a le messager, il y a comment la personne vit vraiment les choses dans sa vie. Il y a des choses avec lesquelles ouais, j'ai été plus ou moins déçu par certaines personnes. Mais encore une fois, je me place pas en juge. Je veux dire, chacun est à son niveau de cheminement. Mais voilà, il y a des gens qui sont très très doués pour transmettre un message, et puis des fois c'est un peu plus dur à appliquer dans la vie de tous les jours, mais ça fait partie du truc, et au moins je sais que voilà, ces messages-là trouveront leur chemin dans les bonnes oreilles s'il faut, il n'y a pas de souci, mais oui, forcément, après voilà, il y a un petit peu de tout hein, dans le développement personnel, hein. Il y a des gens qui, enfin, je sais pas si t'as eu toi cet effet-là, mais souvent quand tu commences un petit peu à rentrer dans ces trucs-là, t'as l'impression de passer des stades où t'as l'impression d'avoir tout compris, et puis encore un truc qui se rajoute, et puis du coup t'as beaucoup besoin d'en parler, tu vois. T'as l'impression que t'as compris quelque chose, t'as beaucoup besoin de l'expliquer aux autres, et puis tu t'aperçois qu'en fait il y a encore un autre stade encore, et encore un autre stade, etc. Tu vois, il y a un truc, il y a un effet comme ça où t'es hyper enthousiaste de ta découverte, t'en parles beaucoup, et du coup t'as certaines personnes qui en sont là encore, et tu t'aperçois qu'après elles passent encore un autre stade, et encore un autre stade. Et plus tu en découvres, plus tu commences à devenir un peu c'est pas humble, mais disons un peu plus silencieux, t'écoutes un peu plus, tu vois, les choses, et tu réagis pas de la même manière. Mais moi, le premier, hein, moi j'ai été comme ça aussi, et vraiment au tout début, je commençais à comprendre des trucs un peu sur des fonctionnements qu'on pouvait avoir notamment liés à l'inconscient, plein de choses comme ça, que t'es vachement fier de pouvoir expliquer à d'autres, et puis, il y a des gens qui les entendent, d'autres non, mais après tu t'aperçois qu'il y a encore une couche, et encore une couche, et encore un autre truc, et du coup, au bout d'un moment, tu te t'aides progressivement, et tu dis maintenant j'apprends. Et voilà, je trouve qu'il y a des intervenants, des fois, qui sont un petit peu comme ça. Tu es un petit peu dans ce côté très euphorique, très enthousiaste, mais qui pensent avoir déjà tout compris, alors qu'en fait, non, non, il y a encore plein de trucs après, quoi. Est-ce que toi, tu vois, dans la personne que tu étais quand tu as démarré un peu cette démarche-là, la personne que tu es aujourd'hui, il y a des convictions, des choses qui ont changé dans ton rapport notamment à l'invisible? Oui, bah après, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait quelque chose après. Alors, moi, il m'est jamais spécialement arrivé un truc bizarre, ni Anthony d'ailleurs, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire on travaille beaucoup là-dessus, mais on n'a jamais vécu quelque chose comme ce que certains intervenants peuvent expliquer. Enfin, tu verras dans le documentaire avec Laurent Kasprowitz, enfin, c'est vraiment des événements complètement dingues, ce qui s'est passé, quoi. Et on n'a jamais vécu de trucs comme ça. Mais c'était déjà d'abord une croyance, qu'effectivement c'est une croyance qui me plaisait, le fait qu'il y avait autre chose après, puis au fur et à mesure des interviews des gens qu'on a rencontrés, c'est devenu vraiment une certitude, un truc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe après, il y a plein de mystères qui sont encore irrésolus, etc. Et c'est passionnant à voir. Moi, à tel point que j'ai presque du mal maintenant, tu vois, à lire des romans, j'ai besoin qu'il y ait un fond de vrai, en fait. Et il y a tellement de trucs extraordinaires de livres, vraiment, qui sont vraiment passés, qui sont mieux presque parfois que de la science-fiction. Tu dis, enfin, j'ai presque plus besoin de ça maintenant. Et voilà, non, non, oui, mes convictions ont été renforcées, oui, par rapport à ce que je croyais petit, par rapport à tout ça, ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que parfois, je te rejoins là-dessus, moi ça m'arrive avec des histoires de personnes que j'ai en séance où tu te dis, et si on mettait ça dans un bouquin, les gens se diraient: «Non mais là, c'est exagéré quoi, arrêtez de déconner, vous en faites trop». Alors qu'en fait, c'est des histoires vraies
Et souvent des histoires qui sont pleines d'enseignements, plein de sagesse, parce que on se dit, bah, souvent, c'est des personnes qui ont des parcours extrêmement compliqués, mais qui ont réussi à s'en sortir et qui ont développé une vraie spiritualité dans le sens plus noble de ce qu'est la spiritualité, et très, très, très sage, quoi. C'est assez incroyable. Après, je sais pas si toi ça t'arrive un peu dans ta pratique, mais tu sais, t'as l'impression, quand tu mets quelqu'un en hypnose, tu rentres toi-même aussi un petit peu en hypnose. T'as pas l'impression des fois de te sentir un peu, tu sais, guidé. T'as certaines phrases qui vont sortir d'une certaine manière, tu dis, putain, ce serait pas mal que je l'enregistre quand même, celle-là. Tu vois, il y a des trucs très, très comme ça. Complètement. Moi, je sais que souvent, ça m'arrivait, j'avais soit un mot particulier qui venait, soit un enchaînement de phrases où je me dis, ouais, ce que je viens de dire à la personne, ce serait peut-être pas mal des fois aussi que je me le répète. Enfin, il y avait des trucs très, très comme ça où tu sens que t'es inspiré, quoi. Il y a vraiment quelque chose, en plus de tous les événements, moi, que je voyais passer dans une pièce, où des fois, t'as vraiment au moment du pardon, où la personne lâche tout ça, je voyais souvent de la lumière s'éclairer beaucoup plus dans la pièce. Il y avait quelque chose de très lumineux, qui arrivait. Il y a plein de choses, puis il y a plein de petits événements que je pourrais te raconter, de trucs assez paranormaux pour le coup pendant les séances qui sont passées. Mais non, il y a vraiment des choses qui se passent, ouais. Je sais pas si t'avais un peu ce truc-là aussi, toi. Ouais, j'ai la même chose, effectivement, et c'est rigolo, ça m'est arrivé il y a très peu de temps, dans mon cabinet, donc en Bretagne, une personne, à un moment, donc on libérait quelque chose, et il y avait, elle me dit, bah, je vois beaucoup de lumière, et juste au moment où elle me dit, enfin, une seconde après, peut-être, où elle me dit beaucoup de lumière, il y a les volets qui s'ouvrent en grand, quoi, de manière complètement inexpliquée. Et c'est ce genre de choses, ça arrive assez régulièrement, des phénomènes à tel point que finalement on finit par trouver ça presque normal, alors que ça l'est pas du tout. Et puis oui, il y a cet effet, effectivement, quand tu accompagnes quelqu'un dans cet état d'hypnose toi-même, il y a une partie de toi, pour moi un concept de fréquence vibratoire, c'est-à-dire que tu montes en fréquence, et que dans cette fréquence-là, bah, toi aussi, tu accompagnes, tu voyages avec la personne. Et il y a une partie de toi, et ce qui est spécifique à l'état d'hypnose, c'est le côté dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui parle, une autre partie de toi qui regarde un peu le truc en se disant, mais ah ouais, c'est pas mal ce que tu dis, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est exactement cet effet-là. Donc ouais, c'est assez incroyable, effectivement. Moi, je sais que j'avais vraiment une cliente, une fois, c'était les lumières dans la pièce. En fait, son visage bougeait pour répondre oui, mais les lumières de la pièce clignotaient aussi en même temps. Et c'était assez bluffant. Alors, on savait qu'il y avait quelqu'un un petit peu dans la pièce avec elle, qui avait un grand-père qui était pas très loin, mais vraiment de les voir bouger à chaque fois. Donc, forcément, moi, j'ai fait des petits tests un peu, tu vois, poser quelques questions, j'étais sûr que la personne allait répondre non. Et là, effectivement, ça ne bougeait pas. Et quand c'était des oui, c'était très franc. Et tu vois, vraiment, là, il y avait rien, il y avait pas de problème électrique du tout dans la pièce, hein, mais d'habitude. Hein. Mais là, il y a que à ce moment-là, et c'était à chaque fois, c'était tac tac. Tu sais, ça s'éteignait, ça revenait, etc. Et systématiquement. Et plein de petits trucs comme ça, assez étranges à observer. Tu sens des choses un peu dans la pièce. Alors vraiment en cabinet, tu sens vraiment ça. Et non, c'est assez bluffant, quoi. Parlons littérature, parlons conseils d'ouvrages qui, toi, t'ont marqué, puisque tu en as lu forcément un bon nombre. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3? Alors je sais que le premier, sans hésiter, c'est Quand la conscience s'éveille, d'Anthony de Mello. C'est un bouquin. Anthony de Mello, c'était une sorte ce qu'on appelle un peu un être éveillé, on va dire. Il est je crois d'origine indienne, mais il a été, comment dire, il a fait ses études en Angleterre. Hein. Du coup, il était un peu à cheval entre l'Occident et l'Orient. Tu vois, il a une façon pour certaines personnes, en fait, les sagesses indiennes sont assez compliquées des fois à, à intégrer parce qu'ils n'ont pas la même façon de parler que chez nous, tu vois. Et lui, justement, faisait beaucoup ça, et c'est aussi lui un peu qui m'a donné envie de partir, tu vois, faire de l'hypnose un peu comme à la Camille Griselin, c'est parce que lui enseignait beaucoup par le biais de petits contes. Hmm. Et il a fait plusieurs petits bouquins. Il a un bouquin, en fait, c'est les contes d'humour et de sagesse aussi, pareil, où c'est un recueil de plein de petits contes, et qui te montre le ridicule de certaines façons de penser qu'on a. Tu vois, c'est plein de petites leçons, c'est vraiment super. Puis c'est un petit bouquin que tu peux lire comme ça, tu entends lire une histoire par-ci par-là, ça tient sur une page et tu peux passer complètement à autre chose, tu peux la lire comme ça, tu vois, au passage, quoi. Et quand la conscience s'éveille, c'est vraiment un truc où il te montre un peu comment réfléchir. Il y a plein de choses comme ça. Alors il y en a un autre de lui qui est sorti, mais qui est un petit peu recyclé de plein d'autres conférences qu'il a fait, qui s'appelle Cessez de vous corriger, que j'ai commencé là il y a pas très longtemps. Mais vraiment celui-ci, c'est celui qui m'a le plus
qui m'a le plus ouvert l'esprit sur plein de choses. En deuxième, il y a Au diable culpabilité je crois que c'est Alexandre Talman, qui est hyper intéressant parce qu'il t'explique tous les rouages de la culpabilité sur plein de choses. Sur plein de trucs. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui l'a expérimenté lui pour l'avoir vécu et qui montre un peu comment il déverrouille tout ça. Et c'est vraiment comment dire, une émotion qu'on ressent tous, enfin, qu'on a tous ressenti à différents moments de notre vie et qui nous limite sur plein de choses. Et ça m'a beaucoup fait comprendre de trucs, et y compris dans ma pratique. Hein. Les deux bouquins, je m'en servais beaucoup hein, dans ce que je transmettais un petit peu aux gens, dans les façons de poser les questions. J'essaye beaucoup de travailler le maximum possible en ce qu'on appelle en maïotique, c'est-à-dire de poser juste les bonnes questions. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent penser, les gens sont suffisamment sages eux-mêmes pour trouver leurs réponses, mais il faut juste arriver à poser la bonne question. Et, et puis voilà, et donc je sais que je donnais certaines phrases issues de mes conclusions par rapport à ces livres, ou de même des fois des citations purement et simplement de ce livre, parce que c'était très bien dit comme ça, suffisamment impactant comme ça, pour provoquer des déclics un peu chez certaines personnes. Et en troisième livre, après, je saurais pas te dire exactement, là j'en ai pas un troisième qui me vient, mais c'est vraiment ces deux-là qui m'ont vraiment marqué. Après, un truc complètement différent, La nuit des temps de Barjavel. Oui, effectivement. Parce que voilà, tu vois, c'est un des bouquins qui m'a encore plus fait aimer l'archéologie interdite, et voilà, l'idée d'une civilisation humaine avant la nôtre, déjà peut-être plus avancée, que notre passé soit pas si écrit que ça. Il y avait tout un truc qui me plaisait énormément là-dedans. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. J'ai eu la chance de le découvrir assez tôt, et c'était super. Pour terminer, Xavier, avec cet entretien, j'aimerais te poser une question que je pose souvent aux personnes que j'interviewe. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui s'éveillent à la spiritualité, en plus maintenant, voilà, on est dans un monde où il y a vraiment de multiples possibilités de s'éveiller à tout et aussi à n'importe quoi, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner ? De faire très attention à la société de divertissement, de distraction. C'est-à-dire que t'as de plus en plus de sources dans tous les sens de distraction. T'as Netflix, t'as plein de séries, t'as plein de réseaux sociaux où tu peux vraiment rester des heures, te faire absorber par tout ça, et du coup les gens perdent la capacité ou la volonté de créer. Il faut réapprendre à s'ennuyer, il faut des temps morts, il faut des temps lents où t'es juste là à observer, t'as pas ton téléphone sur toi, c'est pas grave. Tu le laisses en mode avion, tu le laisses chez toi, tu vas juste te balader, tu prends le temps de réfléchir, de t'ennuyer, parce que c'est quand tu t'ennuies que tu commences à créer des choses, parce qu'on forcément on n'aime pas s'ennuyer, donc le mental ou ton esprit va faire en sorte de trouver matière à pouvoir remplir ce vide-là. Et je trouve que c'est là où tu as souvent des bonnes intuitions, des bonnes choses à faire, et il faut retrouver le goût de créer. C'est pour ça, tu vois, je suis pas trop d'accord, par exemple, pour que les enfants aient des portables à l'école ou des choses comme ça. Il faut que les enfants réapprennent à se parler, à s'ennuyer aussi en cours de récré comme nous. Enfin, tu vas créer des jeux, en fait, quand t'es tout petit, quand tu t'ennuies, tu crées des choses, et tu crées du lien, et pour moi, c'est hyper important de pas devenir esclave de tout ça. Il y a un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui, à mon avis, en parle bien, qui s'appelle La tyrannie du divertissement, et qui parle justement de toutes ces sources-là. Et qu'il faut faire très attention à ça, et je pense que vraiment le Covid, le fait que les gens se soient confinés, ça a encore plus accentué ce truc-là. Tu vois, les salles de cinéma, au-delà du fait que peut-être que les prix soient assez élevés, ça, les gens, maintenant, ils consomment chez eux les films, tu vois, ils sortent plus, ils créent moins de liens, il y a plein de choses comme ça, mais voilà, je crois que c'était Fabrice Lucchini qui en parlait vraiment de ce truc, de ça, il disait qu'il était devenu addict au téléphone, et ça lui manquait des fois, tu vois, les espèces de temps, un peu les temps d'ennui, où t'es juste des temps contemplatifs, t'es juste là à observer un truc, et t'as plus ce réflexe-là de mettre la main dans ta poche et de sortir ton téléphone pour regarder une vidéo, écouter un truc, regarder la dernière news et tout comme ça, et je pense que c'est dans ces temps lents ou un peu morts où justement des belles choses peut-être d'en haut peuvent plus facilement traverser. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Xavier à nouveau pour ton temps et puis nous avoir parlé de cette chaîne Tistria que vraiment je vous recommande parce que les contenus sont de qualité, les intervenants sont de qualité, les questions sont de qualité. Vraiment, pour moi, c'est un passage obligé dans un éveil, donc je vous le recommande, je vous la recommande. Et je vous remercie aussi, évidemment, et comme toujours, pour votre fidélité.